Donc, petit arrêt sur usage, ce qu'on souhaitait vous présenter un petit peu ici, c'est ce qui est en train de se jouer actuellement autour des cartographies participatives. Actuellement, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais il y a des grosses batailles entre d'un côté Google, d'un autre côté Apple, d'un autre côté tout un tas de Microsoft, où tout le monde veut avoir sa carte du monde. Voilà. Donc il y a un gros enjeu actuellement, donc c'est assez rigolo de voir que les personnes qui sont en train de se bagarrer là-dessus, parce que c'est des vraies bagarres, sont les plus grosses entreprises de l'Internet d'aujourd'hui. Si on fait un tout petit recul dans l'histoire, jusqu'à assez récemment, les cartes au niveau national, c'était propriété, alors au début de l'armée, d'accord, donc uniquement les armées avaient le droit d'avoir une carte, et quand on regardait les cartes qui étaient faites jusqu'en 1870, les cartes de France n'étaient pas avec le nord en haut et le sud en bas, elles étaient toutes dirigées vers la frontière. Quand vous preniez une carte du style des Pyrénées, le haut, c'était la frontière avec l'Espagne. Quand on prenait une carte qui était faite du côté de la Belgique, eh bien, à cet endroit-là, le haut de la carte, c'était la frontière avec la Belgique. Encore une fois, la carte d'état-major était faite pour les armées, et c'était considéré comme un avantage stratégique de maîtriser le terrain et du coup de pouvoir attaquer plus facilement l'autre. Donc ça, première chose. Ces cartes d'état-major, si on prend au niveau français, ont été ensuite mis dans un établissement public donc qui s'appelle l'IGN. Et donc ensuite, seul l'IGN avait le droit de mettre à jour les cartes, et dès que vous vouliez utiliser les cartes de France, il fallait forcément passer par l'IGN. Et seul l'IGN était accrédité pour modifier ces cartes-là. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ces cartes-là, si vous aviez, vous, envie, jusqu'à il y a, je crois, encore une dizaine d'années, je crois que c'est tout récent, d'avoir une carte de France avec les limites de communes, eh bien, il n'y avait aucune carte libre de droit que vous pouviez utiliser. Donc il n'y avait pas de carte en service public que vous pouviez prendre pour faire vos statistiques. Donc quand vous le faisiez, vous étiez forcément hors la loi. Et ça, c'est jusqu'à il y a à peu près une dizaine d'années. Ce qu'on voit, c'est que du coup, derrière ça, il y a l'idée du pouvoir de la représentation. Ce qu'on voyait, c'est que si on veut qu'un peuple puisse exister, il faut que ce peuple puisse se représenter, et surtout, il faut que le peuple puisse se cartographier. Et donc, on voit que derrière l'idée de carte, il y a, tout à l'heure on parlait un petit peu de ce matin, un peu de pouvoir, la carte est potentiellement un véritable outil de pouvoir. Donc l'information que je mets dedans, l'information que je divulgue, va permettre à l'autre de venir sur mon terrain, voire même de mettre de la statistique sur des cartes, et par rapport à des manières dont on nous présente des vérités géographiques, on s'aperçoit que des fois, si on avait la main dessus, on pourrait organiser les choses de manière un petit peu différente. Jusqu'à, encore une fois, il y a une dizaine d'années, légalement, un individu ne pouvait pas récupérer des cartes de France et mettre de l'information dessus, sans payer des royalties, ou en tout cas demander l'autorisation pour le faire. Donc c'était vraiment tout à fait centralisé. Donc actuellement, ce qu'on voit, c'est que donc il y a toujours ces cartes qui sont mises à jour, notamment les cartes de l'IGN et tout ça. Par contre, si on voit bien le temps d'actualisation des données, une carte IGN, le temps qu'elle soit actualisée, il faut à peu près 15 ans, entre le moment où on va récupérer les données de terrain, on va le remettre dans la chaîne graphique, et on va publier la carte qui va remplacer les cartes si les cartes précédentes ont toutes été vendues. Donc c'est comme ça que quand vous allez en France, vous achetez des cartes de France à l'IGN, il y a certaines cartes qui n'ont pas été changées depuis 25 ans, parce que c'est des endroits où il n'y a personne qui achète la carte IGN, et puis il y a des cartes où au contraire vous avez une carte qui sera, quand on dit moderne, c'est elle a à peu près 10 ans la carte, d'accord. Donc les derniers ronds-points et tout ça seront à peu près jamais dessus. Donc il y a d'un côté cette dynamique-là. De l'autre côté, on voit bien que le fait, maintenant avec tous les smartphones et tout, le fait on sait exactement où vous êtes. Donc si jamais j'ai mes propres outils de cartographique qui vont me permettre, que vous allez utiliser, qui vont me permettre du coup de savoir où est-ce que vous êtes, donc si on prend les outils Google par exemple, à partir du moment où vous utilisez des outils Google et que quand vous allez surfer sur Google, vous êtes connecté avec votre compte, Google va enregistrer l'endroit où vous êtes, et du coup va dire tiens là il se connecte d'ici, et après il va se connecter d'ici. Et le fait de géopositionner l'information, on s'aperçoit que c'est en
termes d'usage et notamment pour Google, ça permet derrière d'envoyer de la publicité extrêmement ciblée. Google fournit tout un tas de services gratuits. Le corollaire de ça, c'est que on va pouvoir, si vous êtes ici et que ce que vous êtes en train de faire sur votre smartphone, c'est regarder où est-ce qu'il y a une boulangerie. Alors, une boulangerie, ça ne met pas. Vous cherchez à acheter, je sais pas, une table de ping-pong. Et ben, on va vous sortir, comme par hasard, une promotion par rapport au Decathlon qui est juste à côté. Donc on voit que l'idée d'arriver à géopositionner où vous êtes, ça va représenter une valeur ajoutée colossale. Ce qui fait qu'actuellement, le fait que Microsoft et tout ça sont en train de se bagarrer pour avoir leur carte et pour pouvoir vous insérer dans leur panel de services pour qu'on sache exactement où vous êtes, ce sera une valeur ajoutée absolument colossale. Donc actuellement, du coup, il y a toujours le côté service public qui commence à voir qu'ils ont intérêt à se bouger un petit peu par rapport au fait que les données, a priori publiques, devraient être réutilisées et réutilisables par tous. Des services gratuits, mais que vous ne pourrez pas modifier, c'est-à-dire que là, toutes les données qui sont derrière et qui sont récupérées, enfin qui ont été fabriquées, vous n'allez pas pouvoir les récupérer facilement. Et donc en parallèle de ça, il y a un peu comme Wikipédia, il y a un mouvement qui s'est lancé qui s'appelle OpenStreetMap. Et donc ce projet OpenStreetMap consiste à refaire, alors le projet est ambitieux, toutes les cartes du monde en libre de droit. Donc là, le principe, c'est de dire, bah voilà, on va vous filer des outils et on va mettre en place un petit protocole pour que tu puisses fabriquer les cartes de chez toi, de chez toi, de chez toi. Tout ça, on le met à un seul endroit. Et ça permet de fabriquer, donc je vais dézoomer. Ça permet de refabriquer des cartes du monde. Et quand on dit refabriquer des cartes du monde, ça veut dire que si je vais sur, on va aller sur un exemple que j'aime bien citer, il doit être à peu près ici. Si je vais sur Haïti, voilà, on va aller à un endroit où il y a eu un petit tremblement de terre récemment. Donc on peut pointer sur plein d'endroits du monde et on a comme ça des cartes qui ont été faites par les habitants. Alors quand on dit celle-ci, Haïti, c'est pas tout à fait vrai qu'elle a été faite par les habitants. La carte d'Haïti, par exemple, a été faite en une nuit par des gens au niveau mondial pour que les gens qui arrivaient sur le terrain le lendemain d'intervention puissent avoir des cartes à jour. Et donc on voit qu'il y a tout un tas de petits outils de processus pour que si on a envie soit de manière ponctuelle ou soit de manière globale de refaire les cartes du monde, on peut le faire. Donc maintenant si on prend l'exemple d'Haïti, cette carte-là c'est la carte qui a servi aux secouristes d'aller sur le terrain, parce que comme les gens d'Haïti n'achètent pas des cartes tous les jours, il n'y avait pas de cartes vendables à jour. Donc il y avait l'armée qui avait des cartes mais qui n'était pas forcément prête à les filer comme ça à tout le monde pour les secouristes. Donc le principe global, c'est que à partir du moment où on a créé un compte sur ce site OpenStreetMap, donc qu'on s'inscrit, eh bien il y a un petit bouton modifier et je vais pouvoir modifier tous les endroits de la carte. Donc là c'est la première solution, il y a un petit service en ligne qui permet de modifier. Deuxième solution, c'est d'avoir un petit logiciel qu'on installe sur son ordinateur, qui s'appelle JOSM, qui va permettre de télécharger des petits bouts du monde. Donc là par exemple moi j'habite à Claré, voilà, je vais rechercher, je pense qu'il va me trouver Claré, je peux avoir ici la commune, super, je peux télécharger toutes les informations. Donc là toutes les informations qui sont sur le serveur vont arriver sur mon ordinateur, je vais pouvoir les modifier en local, et donc je peux les modifier en fonction de la connaissance de mon territoire, donc les dernières balades que j'ai faites, d'un petit GPS que je vais utiliser. Voilà, là c'est toutes les données qui ont été rapatriées sur mon ordinateur. Je vais pouvoir mettre un lieu-dit parce que je sais que ici c'est un lieu-dit. Je vais pouvoir corriger une erreur parce que sur la carte c'était marqué comme ça, moi je sais que ça a évolué. Ou alors cette nouvelle maison qui vient d'être construite, je vais pouvoir la rajouter. Et une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai modifié, je vais pouvoir renvoyer ça sur internet et du coup la carte va être mise à jour instantanément. Donc ce qu'on voit, c'est que par rapport avec ce petit processus d'outils relativement simples qui permettent à tout le monde de refaire des cartes du monde, on voit que certaines cartes sont extrêmement fonctionnelles. Si on prend la carte de Montpellier, elle est tout à fait, vous pouvez l'utiliser de manière, c'est la carte la plus à jour. Il n'y a pas de carte plus à jour même Google n'arrive pas à suivre on va dire une application collective. Ce qu'on voit aussi, c'est que maintenant sur Montpellier, il y a des personnes par exemple à mobilité réduite qui disent nous on aimerait bien avoir des cartes qui soient spécifiques pour nos contextes. Donc du coup, vont rajouter des informations. Si
Si je repointe sur la carte. L'intérêt, c'est que c'est des cartes que je maîtrise. C'est-à-dire que du coup, moi, je vais pouvoir... Que tu maîtrises, mais alors là se posent tous les problèmes de Wikipédia, c'est-à-dire de validation des modifications. Oui. Alors, alors ce qui est assez... C'est toujours une question qui est archi classique, parce qu'elle revient... Moi, j'ai un chemin qui passe devant chez moi, je le mets dessus, mais c'est peut-être pas un chemin vraiment très important. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui va juger que ce chemin... Complètement. Peut-être que j'ai des informations fausses relativement à ce chemin. Alors, ce qu'on voit par rapport à ça, c'est que y a quelques procès qui sont assez rigolos actuellement qui ont lieu par rapport aux petits GPS que mettent les gens dans leur voiture pour aller quelque part. Parce qu'il y a plein de données dans ces GPS qui ne sont pas à jour, et on a de plus en plus de personnes qui pilotent au GPS. Et on a des gens comme ça qui se sont retrouvés dans des marais, qui se sont retrouvés... enfin, il y a déjà des accidents et du coup des gens qui portent plainte. Et ce qu'on voit, c'est que je ne suis pas en train de dire que OpenStreetMap c'est super et c'est tout génial et tout est parfait, et que Google, enfin, que l'un est bien, l'autre n'est pas bien. Ce qu'on voit, c'est que du coup, il y a tout un tas de logiques qui font que dans certains coins, les données d'OpenStreetMap sont beaucoup plus récentes que celles de l'IGN. Moi, par exemple, il y a des maisons là-dessus qui sont ici, qui ne sont pas sur l'IGN. Et le temps qu'elles soient sur les cartes IGN, il faudra attendre encore une fois 10 ou 15 ans. Les cartes, je donne un exemple très concret d'un truc que je fais le soir, quand je suis pompier, quand j'interviens avec des cartes de l'IGN, qui sont au maximum de 10 à 15 ans. Ça m'est arrivé plein de fois d'arriver dans des endroits, d'avoir une adresse qui n'était ni dans le GPS qui est dans le camion, ni dans la carte qu'on me fournit pour intervenir. Alors que là, si jamais on prend rien que les habitations, et notamment avec les numéros des maisons qui sont dessus, cette carte-là, pour l'usage que j'ai d'aller chercher les gens, est beaucoup plus opérationnelle que la carte de l'IGN. Donc, oui, mais ça, je pense que l'IGN va pouvoir se débrouiller parce qu'il y a des cartes qui sont utilisées pour la construction, pour les plans, les permis de construire et tout ça, qui sont tout à fait à jour. Oui, mais n'empêche qu'elles sont... Donc, par rapport à plein d'usages, tu n'as pas le droit de les utiliser. Ah oui, c'est-à-dire que moi, le cadastre, le cadastre, je ne peux pas l'utiliser quand je suis pompier. D'accord ? Ce qu'on voit sur la carte de référence de l'agglo de Brest, pour les pompiers, c'est OpenStreetMap. Parce qu'ils ont démontré, par rapport à leur usage, ils ont comparé, et pour ce territoire-là, la carte de référence, c'est OpenStreetMap. La carte d'intervention de référence, c'est OpenStreetMap. Sachant que derrière ça, il y a toute une éducation à la population en disant, c'est votre carte. Et si votre carte est à jour, on aura des usages associés à la cartographie qui seront beaucoup plus pertinents. Sur Claret, on est 2 à faire la carte, donc effectivement, on peut la modifier. Sur Montpellier, il y a des centaines de personnes qui la mettent à jour. Donc à Montpellier, elle est très pertinente. Et à Montpellier, pour les personnes à mobilité réduite, tu n'as pas mieux. Voilà, donc on voit que c'est pas cette carte-là est bien et cette carte-là n'est pas bien. En fonction des territoires, tu vois certains coins où la carte IGN n'est jamais mise à jour, OpenStreetMap c'est mieux. Dans d'autres coins, tu as des coins d'Afrique où effectivement les cartes les plus à jour c'est OpenStreetMap. Et puis tu as des coins où c'est pas du tout cartographié. Et ce qu'on voit par contre, c'est que le fait que les gens puissent cartographier leur territoire, et donc il y a quelques exemples en Afrique qui sont assez intéressants, on voit que les gens, le fait qu'ils puissent cartographier en permanence, ben ça, je sais pas si, enfin je vous encourage à faire cette expérience-là, quand vous cartographiez, ça éduque au regard par rapport au territoire de manière colossale. Donc il y a aussi une fonction d'éducation qui est assez potentiellement assez. Mais dans l'idéal, la validation, les validations idéales, c'est quand on arrive à faire converger ce qu'on appelle l'intelligence collective et l'expertise individuelle. À l'IGN ou dans le service des cadastres, il y a des gens qui sont des experts de la validation de certaines données cartographiques. Par contre, plus il y a de données, moins ces personnes-là ont du temps pour valider les données. Et donc, s'il n'y a que cette logique-là, l'expertise individuelle, tu as des données qui, certes, sont validées, mais qui ne sont pas à jour. De l'autre côté, si on est dans des logiques d'intelligence collective, on va amener plein de données qui vont être des fois bonnes, des fois fausses, mais globalement, c'est pour ça que les gens ont plutôt tendance à mettre des bonnes données. Donc le mythe du mec qui va mettre son truc n'importe où, c'est plutôt... il n'y en a pas énormément. Mais en tout cas, si jamais quelqu'un à Claret me modifie cette route-là et la met ici, moi, par des petits systèmes de flux, le lendemain, je te promets que la route, j'aurais remise au bon endroit. Donc après, si on a une vigilance collective et une capacité à interagir avec ces cartes-là, on s'aperçoit que cette notion d'intelligence collective, si on arrive à la faire converger avec l'idée d'expertise individuelle, là, on a une force qui est redoutablement... Enfin, on a des systèmes qui sont redoutablement efficaces. L'exemple de ça, c'est, je reprends mon exemple de pompiers. Les pompiers, sur tout ce qui est prévision météo, ils utilisent 2 outils, Météo France
et Météo Ciel. Météo France, c'est de la météo officielle, donc validée et tout ça. Par contre, elle est très bonne pour des informations générales. Dès qu'il y a un événement très très pointu, archi précis, c'est-à-dire un orage à Claré sur la partie ouest de Claré, Météo France est complètement à la rue. Par contre, là dans ce cas-là, tu as un site qui s'appelle Météo Ciel qui est de la météo participative. Quand il n'y a pas des événements météo qui sont, on va dire, généraux, ça ne bouge pas beaucoup. Par contre, dès qu'il y a des événements singuliers, vous allez voir que là, les gens vont dire « Ah là, c'est bon, il y a 10 cm de neige, 5 cm de neige, 8 cm. » Quand il y a eu, il y a 2 ans, de la neige qui est arrivée de Marseille, moi, sur Météo Ciel, je l'ai vu arriver vraiment 5 minutes par 5 minutes. On voyait le front de neige avancer. Sur Météo France, j'avais alerte rouge sur le département de l'Hérault. Et donc on voit bien que, après moi en tant que secouriste, chargé de la mise en place des secours sur un territoire, qu'on me dise alerte rouge sur le département de l'Hérault, oui, tu dis à tous les pompiers, bah, tenez-vous prêts. Là, quand tu vois le front de neige qui avance et tu dis bah, là tu peux passer, là tu peux pas passer, là tu as un outil opérationnel. Et encore une fois, Météo Ciel en général, il y a assez peu d'informations dessus. Donc vraiment l'idée c'est d'arriver à arrêter d'exclure, de dire il y a ceux qui valident les bons et tout le monde qui mettent des conneries. C'est ces deux logiques-là qu'il faut arriver à faire converger. Et juste pour après revenir sur OpenStreetMap et finir avec cette petite séquence, parce que l'idée c'est qu'elle soit plutôt courte, ce qu'on voit c'est que maintenant il y a tout un tas de petits services. Donc si on dit que OpenStreetMap ça a la même fonction que Wikipédia de faire du contenu encyclopédique, si jamais je veux rajouter des informations un petit peu pointues, du style bonjour. Je prends par exemple ici, on a toutes les données sur tous les arbres de Montpellier. Donc à la ville de Montpellier, le fichier des arbres remarquables de la ville, ils ont libéré ces fichiers-là. Et donc ces fichiers, on les a fait pointer, quand je dis on, c'est pas nous, hein, mais donc il y a des personnes qui sont servies d'OpenStreetMap en carte de fond et qui ont positionné dessus les arbres remarquables de Montpellier. Donc on va essayer d'aller sur le quartier qui nous concerne. Un arbre qui identifie c'est de la triche. Hein. Voilà. Donc là, on a des arbres qui sont ici, qui sont identifiés. Quand je vais cliquer dessus, on te dit, bah là, ça c'est un platane. Voilà, donc du coup, tu as tous les. C'est terrible là, parce que c'est pas du tout ça. Hein? C'est pas du tout ça, les arbres, il y a une espèce de bouquet. Non, là, les arbres, visiblement, il n'y a pas les arbres qui sont dans le petit jardin ici. Non, pas dans le petit jardin, mais devant, sur la rue. Non, là, ça c'est la rue, c'est la rue des Cévennes qui est juste derrière là-bas. Et là-bas, c'est bien du platane. La rue d'Assas? Non, c'est des pins. Ceux qui sont là, juste quand on sort, là, il y a tout un groupe d'arbres qui est sur la rue. Mais ça, c'est sur l'As-Sorbès. Là, c'est sur l'As-Sorbès ici. Voilà. Et là, sur l'As-Sorbès, là, il n'y a pas d'arbres qui sont indiqués. Oui, mais il y en a. Non, mais pour l'instant, ils ne sont pas indiqués. En tout cas, je suis en train de montrer qu'on peut positionner. Ça va être. Les gens vont rajouter des informations. Ce que je suis en train de dire, c'est que on peut positionner sur des cartes. On peut. Oui, on est bien d'accord. Mais ça, du coup. Il y a des pins magnifiques là. Attends, on revient sur le sujet, d'accord? Ce qu'on voit, c'est que du coup, on peut utiliser OpenStreetMap en carte de fond et positionner dessus des informations supplémentaires. Donc faire comme du système d'information géographique. On est complètement d'accord basique, mais qui permet de faire pointer des choses. De la même manière, si je prends, là, on a fait une petite carte des acteurs de l'agriculture, enfin de la biodiversité en Afrique. Ben, ce qu'on voit, c'est que cette carte-là, quand je vais pointer dessus, voilà, le double clic est fatal. Bien. Voilà, on va faire plutôt ça, ça sera plus. Donc quand je vais pointer là-dessus, on voit que plus je clique, plus j'ai des infos. Et donc les fameuses fiches, ce matin on parlait de base de données associées au wiki, là, le petit outil bazar. On voit que voilà, et bien la petite carte, on va pouvoir positionner de l'information sur ces cartes-là. On va essayer de faire la même chose avec les cartes de l'IGN, simplement cette fonctionnalité-là n'est pas possible. Donc on voit que pour un groupe, arriver à voir, tu prends les acteurs, tous les projets d'habitat groupés sur un territoire, pouvoir positionner facilement de l'information sur un territoire, et puis sur ce territoire, le fond de carte le mettre à jour, on s'aperçoit que pour des gens, c'est super, ça peut être super intéressant. Donc voilà un petit survol rapide de ce projet OpenStreetMap et des usages possibles.
si vous avez des questions. Et quels usages dans le cadre d'OpenStreetMap, de AfriWeb, là, quels sont les usages qui sont développés? Ben là, l'idée, c'est déjà que les acteurs de la biodiversité puissent se représenter et savoir que juste à côté de moi, il y a quelqu'un qui travaille sur le même sujet. Nous, on a vu sur Montpellier, quand on a incité les acteurs de la biodiversité à s'inscrire sur Montpellier, on a vu des gens qui ne savaient pas que des fois, dans le bureau d'à côté, il y a quelqu'un qui s'estimait expert de la biodiversité. Et donc, c'est vraiment qu'un groupe arrive à voir que d'autres existent, c'est on va dire, un des premiers maillons pour qu'un réseau fonctionne, de savoir que l'autre existe. Et ça, c'est pour tout le monde. Je veux dire, par exemple, un Africain qui travaille sur la biodiversité au Burkina Faso, oui. Il peut s'inscrire sur cette carte. Oui, tout à fait. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu remplis ta fiche, tu as une fiche que tu remplis, il va chercher l'adresse et va te positionner ça sur la carte OpenStreetMap. On peut lancer ça sur un forum, il y a le forum africain, je ne sais pas si tu connais. Leur dire, voilà, inscrivez-vous. Bah, si c'est sur la biodiversité, oui, tout à fait, bien sûr. Ouais. Ouais, complètement. Et donc, on voit, c'est que du coup, la dimension intéressante, c'est que là, il y a plein de. Quand on a travaillé, on était l'autre jour à Tunis avec des acteurs de la biodiversité, quand on leur a montré qu'ils pouvaient faire les cartes de chez eux, parce qu'il y a plein de coins d'Afrique où les cartes officielles, elles sont déplorables. Et du coup, quand on leur dit, et eux, ils connaissent certaines pistes, ou des fois, il y a des choses qui sont très importantes pour leur manière de présenter leur territoire. Quand tu leur dis, tu peux, en plus, tu pars pas de zéro, tu as tous les outils qui sont derrière, et si tu le fais, c'est utilisable par tous, et ils sont à fond les ballons. Et pour finir là-dessus, il y a un petit truc qui a été fait il n'y a pas longtemps, pour des villages qui, dans certains coins d'Afrique où la pratique de l'excision est fortement encouragée. Et donc là, ce qu'ils ont fait, c'est que pour les villages qui acceptent qu'il n'y ait plus d'excision, ils forment des gens sur place à mettre à jour OpenStreetMap. Et évidemment, il y a plein de villages actuellement qui sont en train de se diffuser parce qu'on voit qu'il y a un véritable intérêt à avoir des cartes à jour qu'on puisse maîtriser. Voilà. Donc pour l'instant, il y a OpenStreetMap, il y a OpenSeaMap, donc il y a des gens qui sont en train de cartographier les fonds marins. Normalement, il y a des pistes de ski, il y a randonnée, des pistes de vélo, il y a VTT, donc on voit qu'il y a plein de choses qui sont cartographiées qui n'étaient pas jusqu'à présent. Et donc suite à ça, maintenant il y a pareil, il faut que j'arrête parce qu'il y a plein de petits services qui viennent se clipser là-dessus, parce que puisque toutes les données sont des données protégées juridiquement comme réutilisables, donc tout le monde peut les réutiliser, il y a plein de petits services informatiques qui vous permettent de générer la carte tu veux aller à Amsterdam par exemple pour te refaire ton stock de substances illicites, et bien du coup tu peux tout à fait aller là-dessus et extraire un fichier. Et ce fichier-là, tu peux l'imprimer et tu as la carte avec tous les noms de rues en A12, B13. Et tu peux te fabriquer la carte que tu veux. Tu n'es plus obligé de l'acheter forcément. Donc ça, c'est la première chose. Tu as des petits systèmes qui vont te dire, voilà, je suis en fauteuil roulant, je vais aller de tel endroit à tel endroit, quel itinéraire tu vas me proposer. Et donc ça, pareil, essayer de faire ça sur Google, pour l'instant, ce n'est pas tout à fait possible. Donc du coup, à partir du moment où les gens peuvent rajouter les critères qu'ils trouvent intéressants, ils le font. Et du coup, ce qui est même assez rigolo, c'est que quand on regarde les cartes et ce qu'on va y trouver, les gens sont empressés de mettre, ils sont empressés de mettre les distributeurs d'argent. Vous voyez là tous les petits logos. Parce que on s'aperçoit que quand tu te balades en ville, assez souvent, un truc que tu as besoin de savoir, c'est où est le distributeur d'argent le plus proche. Donc du coup, il y a une petite... pour savoir ce qu'on a le droit de mettre ou pas, donc il y a des forums qui définissent ça sur OpenStreetMap. Et rapidement, les gens ont dit, nous, on veut que tous les endroits où il y a des escaliers, on puisse le noter avec finesse pour les personnes à mobilité réduite. Puis tu as plein de gens qui disent, nous, on veut pouvoir me signifier les endroits où on peut les retirer de l'argent. Donc voilà, l'idée, c'est que cette carte-là se fabrique en fonction de ce que les gens ont envie d'en faire. Merci beaucoup, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. À bientôt pour le prochain arrêt sur usage.